Bonjour et bienvenue. En 1803, la France de Napoléon subit un blocus de la part des Anglais et elle est coupée de ses colonies américaines. Les liens sont très distendus et on envisage de s'en séparer. Ça tombe bien parce que le président américain, Thomas Jefferson, envisageait de proposer à la France de racheter la Nouvelle-Orléans pour 10 millions de dollars. Alors, pourquoi la Nouvelle-Orléans? Tout simplement parce que la ville est située au débouché du Mississippi. Or, le Mississippi, c'est le grand fleuve américain qui va drainer pratiquement tout le commerce du pays. Contrôler la Nouvelle-Orléans, ça veut dire contrôler les péages et les taxes de la très grande majorité des marchandises qui sortent du pays. Mais Napoléon, lui, sachant qu'il ne peut de toute façon pas bénéficier de ces revenus, fait une contre-proposition à l'envoyé de Jefferson et lui propose de lui vendre, non pas la Nouvelle-Orléans pour 10 millions de dollars, mais tout le territoire français de l'Amérique du Nord, ce qu'on appelait la Louisiane, pour 15 millions de dollars. Craignant que les Français ne changent d'avis, l'envoyé de Jefferson accepte le marché sans même en référer au président, et c'est comme ça que les États-Unis voient doubler leur territoire du jour au lendemain de façon tout à fait impromptue. C'est alors que commence la fameuse conquête de l'Ouest. On parle de conquête de l'Ouest, mais c'est pas l'Ouest. L'Ouest, c'est la Californie, c'est déjà colonisé et peuplé. L'Ouest, dans l'imaginaire américain, c'est l'Ouest du Mississippi, donc en grande partie cette fameuse Louisiane qui est devenue américaine. La première expédition lancée pour explorer ce territoire que les Anglais ne connaissent pas est l'expédition de Lewis and Clark. Elle va traverser une grande partie du nord de la Louisiane et arriver jusqu'aux côtes du Pacifique. C'est-à-dire qu'en fait, elle va empiéter sur une partie de territoire qui théoriquement appartient aux Anglais. Les Anglais contrôlent le Canada à l'époque. Donc ils contrôlent aussi le nord-ouest des États-Unis, ce qu'on appelle aujourd'hui l'Oregon et l'État de Washington. Il n'y a pratiquement personne dedans, donc ça ne dérange personne, mais n'empêche que les États-Unis empiètent sur le territoire anglais dans leur exploration. L'idée de la destinée manifeste va alors voir le jour. C'est l'idée que le dessein divin est que les Américains finissent par occuper tout le territoire nord-américain de l'Atlantique au Pacifique. Cette impression que c'est leur destinée va être renforcée en 1819 quand l'Espagne va céder la Floride aux États-Unis. Le territoire ne peut faire que s'étendre. Cette idée de destinée manifeste va traverser le siècle. On le voit notamment avec le tableau de John Gast en 1872, American Progress. On y voit Columbia, qui est une personnification des États-Unis à une époque où on n'a pas encore l'oncle Sam, qui guide les colons vers la gauche, c'est-à-dire vers l'ouest. Les chariots sont suivis par les diligences, puis les trains, alors que les Indiens reculent au fur et à mesure que le progrès avance. Columbia tient à la main un manuel scolaire et installe le télégraphe, autant de signes du progrès. On voit les étapes chronologiques du progrès qui balayent les sauvages vers l'ouest. À force d'avancer vers l'ouest, évidemment, la frontière va se heurter au territoire espagnol. Alors le premier qu'elle rencontre, c'est le Texas. Le Texas est un État qui revendique son indépendance de la Nouvelle-Espagne. Il va demander l'aide des États-Unis. Il va y avoir une guerre. L'un des épisodes les plus célèbres de cette guerre, c'est la bataille de Fort Alamo, où Davy Crockett a trouvé la mort. Et après avoir réussi à se débarrasser des Espagnols, le Texas va demander son rattachement aux États-Unis. L'année suivante, 1846, l'Angleterre va céder les territoires du nord-ouest, donc l'Oregon et le Washington, aux États-Unis. L'idée de destinée manifeste est de plus en plus évidente. On relie une côte à l'autre au nord, on avance de plus en plus vers le sud. Il est évident qu'à un moment donné, ce qu'on appelle à l'époque la Californie, c'est-à-dire l'ensemble de tous les territoires espagnols qui restent sur la côte ouest, vont entrer en conflit avec les Américains. Il va y avoir une guerre là aussi, que les Américains vont gagner, et en 1848, toute cette partie devient américaine. À l'exception de l'Alaska, qui sera vendu par la Russie en 1867,
et de Hawaï, qui sera colonisé en 1898, l'ensemble de ce qu'on appelle les États-Unis est désormais constitué. Mais il va arriver un nouvel événement qui va complètement bouleverser l'équilibre qui commence à se mettre en place, la guerre civile. On croit souvent que la raison du déclenchement de la guerre civile, ou guerre de sécession, en 1861, c'était la volonté du Nord d'abolir l'esclavage au Sud. Mais c'est allé un peu vite. Certes, le problème des Noirs divisait les Américains à l'époque, mais il suffit de regarder les forces en présence pour bien comprendre que l'abolition de l'esclavage n'était pas forcément le but de guerre. En effet, on trouve dans le camp de l'Union, c'est-à-dire dans l'armée du Nord, ce qu'on appelle les border states. Ce sont des États qui pratiquent l'esclavage. Alors il est difficile de penser que le but de la guerre, c'est d'abolir l'esclavage quand on a des États esclavagistes dans le camp qui est censé vouloir abolir l'esclavage. Pendant la guerre, on va même aussi avoir quelques États du Sud qui vont d'eux-mêmes abolir l'esclavage. Il y a donc eu une période où on a eu des États esclavagistes dans l'armée du Nord qui luttaient contre des États non esclavagistes dans l'armée du Sud. D'accord, ils n'étaient majoritaires ni dans le premier cas ni dans le deuxième, mais tout de même. Les vraies raisons du déclenchement de la guerre civile sont plus anciennes et plus complexes. En fait, jusqu'en 1860, tous les présidents américains, sans aucune exception, viennent du Sud. En 1860, c'est la première fois qu'un président vient du Nord. Non seulement il vient du Nord, mais il est élu uniquement avec les voix du Nord. C'est simple, dans les États du Sud, il n'était même pas candidat. Un sudiste qui aurait voulu voter Lincoln ne pouvait pas, il n'y avait pas de bulletin au nom de Lincoln. Et le fait qu'il soit élu uniquement avec les voix du Nord, ça veut clairement dire aux États du Sud qu'ils n'ont plus leur mot à dire. On est en démocratie, mais d'une démocratie dans laquelle le Nord peut écraser le Sud s'il le souhaite. Le résultat de l'élection de 1860 s'explique pour des raisons démographiques. Le Nord est beaucoup plus peuplé que le Sud. Mais le problème, c'est pas seulement que Lincoln vient du Nord, mais il envisage d'appliquer la Constitution telle qu'elle était prévue au départ, c'est-à-dire de faire fonctionner les États-Unis comme une fédération. Or, jusque-là, les États-Unis fonctionnaient comme une confédération, c'est-à-dire avec une autonomie beaucoup plus grande des États. Alors, passons sur la guerre qui se termine en 1865, c'est pas l'objet aujourd'hui. Intéressons-nous surtout aux conséquences, c'est-à-dire la défaite du Sud. Les États-Unis sont fondés sur le mythe du winner. On est un winner ou on est un loser. Les Yankees, les nordistes, ont gagné. Ils vont donc développer une forme de complexe de supériorité et écraser le Sud. Le Sud, en revanche, a perdu. Ils vont donc développer une forme de complexe d'infériorité et de nostalgie pour l'ancien monde, dont ils vont avoir beaucoup de peine à se départir. D'ailleurs, et jusqu'à la guerre du Vietnam, qui va permettre d'étaler un peu les choses, tous les Américains vont devenir des losers, mais jusqu'à la guerre du Vietnam, plus aucun président ne viendra du Sud. Ils viendront tous du Nord. Tous les grands écrivains, par contre, venaient du Nord jusqu'à la guerre civile, et à partir de 1865, ils viennent tous du Sud. Sauf peut-être John Dos Passos, mais bon, il écrit comme un écrivain du Sud. En littérature, on va voir apparaître, par exemple, le mouvement de la Lost Generation. Le nom est très évocateur. Il illustre parfaitement le sentiment de dépossession que les sudistes ressentaient. On a des titres très évocateurs. Everything that rises must converge. You can't go home again. Gone with the wind. Ce dernier roman et le film qui va avec ont beaucoup marqué. Ça sublime vraiment ce qu'on appelle antebellum nostalgia, c'est-à-dire la nostalgie pour ce monde fantasmé bien évidemment d'avant-guerre, où on trouvait beaucoup de belles et de cavaliers. Les cavaliers étant l'équivalent américain des gentlemen anglais. Au Sud, bien entendu, on a des gens bien élevés, bien éduqués, contrairement aux Yankees du Nord qui sont terriblement vulgaires et pas très intelligents. Le dernier grand événement qui va venir jouer un rôle vraiment déterminant dans les zones culturelles américaines, c'est la guerre du Vietnam. Alors comme je l'ai dit, là tout le monde devient loser, donc ça équilibre un peu les choses, et ça va surtout consacrer l'essor de l'Ouest, qui a déjà commencé avec Hollywood et la Silicon Valley. On voit clairement que l'avenir vient de l'Ouest,
Et à partir de la guerre du Vietnam, la grande majorité des présidents et la grande majorité des écrivains viennent de l'Ouest. Les conséquences aujourd'hui, c'est qu'on a donc plusieurs grandes zones culturelles. Alors j'ai dit au départ qu'il y avait plusieurs cartes qui pouvaient proposer des interprétations différentes. Je voudrais vous proposer la mienne. Il y a d'abord la Nouvelle-Angleterre, composée des colonies du Nord au moment de l'indépendance, et qui concentre la grande majorité des grandes universités, comme on l'a dit, des grands musées, des centres d'affaires. C'est l'Amérique des films, autour de New York. À l'ouest de la Nouvelle-Angleterre et jusqu'au Mississippi, on a les Great Lakes States, autour des Grands Lacs donc. Plus tardivement colonisés et industrialisés, ils sont le berceau de l'industrie automobile et ils représentent sur beaucoup de points le petit frère de la Nouvelle-Angleterre. Au sud de l'Atlantique au Mississippi, on a ce qu'on peut appeler le Deep South, qu'on appelle aussi parfois Bible Belt, en raison d'une religiosité très forte qui s'explique par le fait qu'ils ont perdu la guerre et qu'ils ont trouvé refuge en Dieu. C'est un peu l'ancienne Amérique triomphante déchue. Entre ces aires, les Border States, qui mélangent des caractéristiques des deux zones. Ils sont en périphérie de la Nouvelle-Angleterre et en périphérie du Vieux-Sud, aussi bien géographiquement que culturellement. Au nord, du Mississippi aux Rocheuses, l'ancienne partie française peu peuplée. C'est le Midwest, l'Amérique des petites villes, et des montagnes quand on va vers l'ouest. Aucun président n'a jamais émergé de ces États, ni aucun écrivain majeur. C'est un peu une culture en creux, plus facile à définir par ce qu'elle n'est pas que par ce qu'elle est. En poursuivant vers l'ouest, Oregon et Washington sont une entité à part, comme l'Alaska et Hawaï. Un temps occupé par les Russes, sous domination théorique anglaise avant d'être rachetés par les États-Unis, ils sont un peu excentrés. Les Rocheuses à l'est les isolent, et la partie anciennement espagnole au sud ne partagent pas leur culture. Les Américains surnomment affectueusement Seattle, l'une des plus grandes villes de l'État de Washington, le trou du cul de l'Amérique, ce qui montre que cette région n'est pas considérée comme particulièrement attirante, alors qu'elle se compare sans problème aux autres régions. Au sud, à l'ouest du Mississippi, le Missouri, l'Arkansas et la Louisiane sont héritiers de la culture du Dixieland et de la présence française, contrairement aux autres États du Vieux-Sud qui ne sont pas du tout héritiers de la présence française. Le Texas a été indépendant, ça a été un État unique, avant qu'il ne soit rattaché à l'Union. C'est donc une entité culturelle à lui seul, un peu comme l'Oklahoma, mais pour d'autres raisons. L'Oklahoma est un petit État qui est le dernier à avoir été colonisé. Avec son entrée dans l'Union s'achève la conquête de l'Ouest. Enfin, l'Ouest peut se diviser entre Arizona et Nouveau-Mexique d'un côté et Californie et Nevada de l'autre. Les deux premiers sont surtout connus comme des points d'entrée des migrants hispaniques, et c'est là que les populations hispaniques sont les plus nombreuses. Quant à la Californie, j'ai déjà évoqué la Silicon Valley et Hollywood, on y trouve aussi les universités de Stanford, Berkeley, UCLA, Caltech, qui rivalisent désormais avec les meilleures universités de la Nouvelle-Angleterre. Voilà donc pour ce survol des grandes zones culturelles américaines. Merci d'être venu. Repassez me voir à l'occasion.